aussi personnellement mon ami Dr Arfi de m'avoir proposé donc de parler sur le larmoiement chez le nourrisson et le jeune enfant. Et donc, effectivement, pourtant il marchait tout à l'heure, il ne marche plus. Est-ce que vous avez des pointeurs? Il est capricieux. Voilà, c'est bien. OK. Donc je le remets. Voilà, je commence par donc, ce petit schéma qui est très simplifié du circuit lacrymal. Vous avez la glande lacrymale qui est située à la partie antérieure et en supéro-externe de l'orbite et qui va assurer la sécrétion de la partie aqueuse qui nous intéresse des larmes à travers de petits canaux ici, 10 à 12, et les deux paupières vont assurer donc ils vont assurer donc la lubrification de la cornée et de la conjonctive. Merci, la conjonctive. Et c'est les mouvements des paupières qui vont assurer le drainage au niveau de ces voies lacrymales excrétrices. Donc vous avez le poids lacrymal, la portion verticale du canalicule, la portion horizontale, le canal d'union, le sac lacrymal, ensuite le canal lacrymonasal qui va s'ouvrir au niveau des fosses nasales. Là vous avez le cornet inférieur et là vous avez le cornet moyen. Et au niveau de la valvule de la partie inférieure et terminale du canal lacrymonasal, vous avez ce qu'on appelle la valvule d'Aschner. Et cette valvule d'Aschner, en principe, s'efface au 8e mois du développement intra-utérin de l'enfant. Et parfois, cette valvule d'Aschner va persister quelques jours ou quelques mois et parfois nécessite une intervention pour l'ouvrir ou bien l'inciser par voie endonasale. Vous avez aussi ici une valvule qu'on appelle la valvule de Rosenmüller et je vais vous montrer l'importance aussi de cette valvule de Rosenmüller qui dans certains cas va donc pivoter et fermer donc ce canal d'union et je vous expliquerai qu'il y aurait stase. Voilà. Je passe donc en vous disant que c'est très fréquent, le larmoiement de l'enfant est très fréquent et 5 à 6% des nourrissons présentent un larmoiement en rapport avec une occlusion congénitale lacrymonasale. Alors, quand vous avez ces enfants, les parents vous ramènent ces enfants, donc déjà, il faut faire un interrogatoire avant d'examiner votre patient. Et avant de proposer une conduite à tenir, se renseigner sur éventuellement la prématurité. Si l'enfant est prématuré, 5 à 10% des cas, il présente une occlusion congénitale lacrymonasale. Et vous posez la question du début du larmoiement. Si l'enfant, la maman, elle vous dit, depuis qu'il est né, il larmoie. Donc à ce moment-là, c'est en faveur d'une occlusion congénitale lacrymonasale. Ça veut dire que cette valvule d'Aschner n'a pas disparu et qu'elle existe encore. Et qu'elle est à l'origine donc de ce larmoiement. S'ils vous disent que non, quand il est né, il n'avait pas de larmes, cet enfant, et c'est après 3 mois et après 4 mois qu'il commence à larmoyer. Là, c'est peut-être autre chose, et probablement c'est acquis et secondaire le plus souvent à une affection ORL, et donc il faut que l'enfant que vous examiniez, apparemment, puisse être examiné par un ORL pour voir au niveau des fosses nasales s'il n'y a pas une obstruction quelconque par des sécrétions, par des végétations ou autres. Et maintenant, vous passez à l'examen. Donc, il faut éliminer un épiphorat à voie lacrymale perméable. Il y a beaucoup de causes qui vont entraîner donc larmoiement. Si vous avez vous pouvez avoir des hypersécrétions réflexes. S'il y a un trichiasis ou un épiphorat, ou plutôt un épiblépharon qui apparaît à la naissance et en principe disparaît vers 18 mois, ça, cet épiblépharon, c'est des enfants qui viennent et vous les voyez, à l'œil nu, vous pouvez voir des paupières qui sont retournées à l'intérieur. Et donc, ça, c'est congénital, c'est une hypertrophie donc, de l'orbiculaire prétarsal
et ça, donc le bord libre bascule en dedans. Et en principe, ça va se repositionner, l'ectropion va se repositionner, et donc il n'y aura plus d'ectropion vers 1 an à 18 mois. Si après 18 mois, cet épiblépharon persiste, il faut faire une petite intervention chirurgicale que je vais peut-être vous montrer dans la vidéo. Alors, il y a aussi les anomalies congénitales ou acquises des paupières. Ce sont les malformations, les lagophthalmies, les ectropions, les paupières qui sont en dehors, le bord libre en dehors. Et donc, à ce moment-là, les larmes ne sont pas correctement drainées. Les paralysies faciales, les exophthalmies, ça, c'est surtout l'apanage des adultes. Ou bien des caroncules qui sont hypertrophiés aussi, et d'autres causes. Voilà. Donc là, l'enfant, quand il vient chez nous en ophtalmologie, donc adressé par l'ophtalmologiste ou bien par le médecin généraliste, et donc on juge qu'il a cet enfant plus de 4 mois, et qu'on juge que on ne peut pas lui donner de conseils ni de traitement, il faut passer à la chirurgie, pas la chirurgie, mais au diagnostic qui est peut-être thérapeutique, on expliquera ça après. Et donc, voilà comment on fait. On fait une momification de l'enfant, on l'enveloppe dans un drap, on immobilise et on a besoin de 2 mains au niveau des genoux, 2 mains au niveau de l'épaule et 2 mains au niveau de la tête pour pouvoir effectuer un sondage en toute sécurité. Parfois, si l'enfant est un peu plus âgé et qu'il bouge, il vaut mieux le faire sous anesthésie générale ou sous fluorotale. Donc, la technique du sondage, cet enfant qui vient chez nous après 4 mois ou 6 mois pour larmoiement et qui, malgré le traitement que vous lui avez donné, n'est pas guéri, donc on passe, nous, au sondage. Le sondage, c'est un cathétérisme des voies lacrymales excrétrices qui est réalisé par une sonde de Bowman que vous utilisez numéro 1 ou 2 chez l'enfant. Il faut éviter de cathétériser avec des sondes plus grosses, on est d'accord, ça risque de déchirer le canalicule. Alors, la technique, c'est qu'il faut dilater le point lacrymal inférieur, sauf chez le nourrisson, cela n'est pas nécessaire parce que ce n'est pas le point lacrymal n'est pas très, le sphincter n'est pas très important au niveau du point lacrymal. Vous tractez la paupière inférieure vers l'extérieur, comme il se fait ici, voilà, vous voyez, et vous placez votre sonde verticalement. Donc, quand je vous ai montré sur le schéma au niveau de la portion verticale du canalicule, ensuite vous allez horizontalement jusqu'à, donc vous rentrez donc dans le sac lacrymal et vous êtes au contact osseux. Une fois que vous êtes au contact osseux, vous tournez votre sonde à 90 degrés et vous poussez tout simplement cette sonde qui va pénétrer facilement dans les fosses nasales et donc rompre cette valvule d'Aschner. Donc le point lacrymal supérieur n'est pas nécessaire à cathétériser la plupart du temps. Donc le sondage précoce ou tardif. Donc un enfant, vous avez un nourrisson qui vient chez vous dans cet état-là, avec une voussure au niveau de la région du sac. Et il a 1 semaine, 15 jours ou 1 mois. Il ne faut pas le traiter. Ça, c'est une double obstruction. Ça veut dire que c'est un enfant qui est né avec la valvule d'Aschner qui n'est pas perméable, qui existe toujours. Et en plus, il y a eu une stase, donc, au niveau du sac lacrymal, et il y a la valvule de Rosenmüller, dont je viens de vous en parler, qui va faire clapper sur le canal d'union que je vous ai montré dans le schéma tout à l'heure. Et à ce moment-là, cette stase ne pourra s'évacuer ni par la fente palpébrale, ni par les fosses nasales. Et donc, le seul traitement, c'est qu'il faut faire un sondage, même à 15 jours, même à 1 semaine, même à 1 mois. N'attendez pas pour arriver à ça, qui a été fustulisé et qui a été rompu. Et cet enfant, c'est celui-là, après 2 sondages. Donc, vous pouvez faire 1, 2 ou 3 sondages. Il faut ouvrir cette valvule, il faut évacuer cette stase qui est là, et la guérison, elle se fait donc quand il n'y a plus de stase. Donc là, voilà, ça c'est important pour tout le monde. Le sondage précoce ou tardif. Il y a des anglo-saxons qui reviennent, qui étaient d'un sondage à 8 ou 12 mois, mais qui reviennent à de bonnes et de meilleures résolutions, à mon avis. Et les Européens, donc,
il commence le sondage à partir du 4e mois. Donc de 0 à 4 mois, quand vous avez un enfant qui vient et que vous avez diagnostiqué qu'il y a une occlusion congénitale lacrymonasale, entre 0 et 4 mois, préconisez un massage du sac 4 fois par jour et nettoyage au sérum physiologique. Vous allez obtenir probablement une guérison dans 70 à 80% des cas avant 4 mois. Et donc, n'utilisez pas d'antibiothérapie. Il y a des malades qui viennent me voir après 4 mois, 5 mois, et ils me ramènent des tas d'antibiotiques. Ils ont été traités par la rifamycine, par la norfloxacine, par tous les Tobrex, par tous les antibiotiques possibles et inimaginables. Et effectivement, quand vous allez mettre des antibiotiques, il a un peu de sécrétion, donc ça va nettoyer. Et donc, les parents sont un peu contents, mais dès que vous arrêtez donc, votre massage et votre traitement antibiotique, ça reprend, puisqu'il y a toujours la stase. Et donc, en nettoyant au sérum physiologique et mettant des massages, vous évacuez donc la stase qui existe au niveau du sac. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'antibiotiques. Et je vais vous montrer, entre parenthèses, quelque chose à la diapositive suivante, comme quoi l'antibiothérapie, elle est plus ou moins à éviter. Alors, entre 4 et 8 mois, moi, personnellement, je fais un sondage, je fais 1 ou 2 au maximum. Pour quelle raison? Si la valvule d'Aschner, qui est une fine membrane, elle se perce, donc c'est fini, elle se perce une fois, l'enfant est guéri. On peut à la limite ajouter une deuxième fois. Mais après, il faut se poser des questions. On ne peut pas sonder indéfiniment. Et donc, à ce moment-là, il faut aller en endoscopie. C'est ce que je fais au 2e sondage. Je passe en endoscopie. Et j'ai l'habitude, ça fait 20 ans que j'utilise l'endoscope dans les fosses nasales. Et donc, à ce moment-là, je vois un petit peu la valvule d'Aschner, comment elle est. Parfois, je l'incise. Si je la vois, il y a ce qu'on appelle une formation kystique, elle est enkystée. Et ce n'est pas une formation kystique, c'est uniquement la besace. Elle devient un peu dilatée, on a l'impression que c'est un kyste. Et donc vous l'incisez, vous réglez le problème. Parfois, c'est le cornet qui est appliqué, qui est hypertrophié et qui comprime la valvule d'Aschner. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas guérir dans votre patient donc avec un simple sondage, et donc on est obligé de luxer donc le cornet inférieur qui est cartilagineux et qui se luxe rapidement et facilement. Entre 8 et 12 mois, je fais la même chose quand je reçois ces malades donc avec larmoiement, et à partir de 1 an, donc l'enfant vient me voir, il n'a jamais eu un sondage, donc je fais un sondage. Hein. Peut-être qu'il va être perméabilisé dans 30-35% des cas. Et donc, si j'explique aux parents que si le larmoiement ne cède pas, l'intubation à ce moment-là canulico-nasale s'impose. Le lavage des voies lacrymales chez le nourrisson est à proscrire avant ou après sondage. Il y a un risque de spasme laryngé grave qui peut se déclarer. Bien, j'ouvre une parenthèse en ce qui concerne l'antibiothérapie et que je vais la fermer rapidement, et on est tous d'accord. C'est que la résistance des germes aux antibiotiques se développe rapidement. Et dans un rapport qui a été publié il n'y a pas longtemps, en avril 2014 par l'OMS, on peut lire que la résistance aux antibiotiques passe d'un stade de prévision à celui de menace réelle. Et Alexander Fleming, celui qui a découvert le premier antibiotique, déclarait déjà en 1928 qu'il n'est pas difficile de créer des microbes résistants au laboratoire en les exposant à des concentrations qui ne sont pas suffisantes pour tuer ces bactéries. 86 ans plus tard, on est confronté à cette réalité. C'est pour ça que je vous disais, un enfant nourrissant 1 mois, ne lui donnez pas des antibiotiques. Déjà, il naît, il a une immunité de la part des parents, ne donnez pas d'antibiotiques. Donnez uniquement du sérum physiologique et des massages. Donc voilà, la parenthèse a été fermée. Maintenant, en ce qui concerne les explorations, celle qui est la plus intéressante, c'est la dacryocystographie tomodensitométrique. Elle permet la visualisation du sac, voilà, du canal lacrymonasal et une parfaite analyse de leur rapport avec les fosses nasales, le cornet moyen et le cornet inférieur qui est là. Alors l'endoscopie des fosses nasales, que j'utilise tout le temps, est d'un apport important et nous renseigne sur la qualité de la muqueuse nasale, sur la situation des méas et de la valvule d'Aschner.
Situation et volume des cornets, dont je vous ai expliqué tout à l'heure, moyen et surtout l'inférieur, qui peut être plaqué donc, contre la paroi latérale du nez et donc contre la valvule d'Asner, ou bien hypertrophié, comprimant cette dernière, et dont l'attitude est différente. Présence d'un kyste de la valvule d'Asner, je vous ai dit ce n'est pas un kyste, c'est une dilatation uniquement de cette valvule, que j'ai eu à inciser par voie endonasale et obtenir la guérison, ou bien d'un polype, là il faut le voir avec l'ORL, de destinée chiméqueuse, déviation de la cloison nasale. Alors, la description. 2 minutes? Ah, là, tu m'as dit que c'est un quart d'heure, c'est pour ça que je me suis laissé faire. La mise en place donc, de l'intubation, on commence à 10 minutes. 2 minutes. La mise en place donc habituelle. Bon, la mise en place de l'intubation canaliculosale. Quand on passe après une année, donc on a fait le sondage, donc, et le malade après une année il revient vers nous, et donc il a encore un larmoiement, ou bien il n'a jamais été sondé, et puis il vient avec nous, chez nous avec un larmoiement, et on décide de placer une intubation canaliculonasale. Donc on la place donc, comme pour le sondage. C'est un tube métallique et qui est relié à du silicone, et on le fait passer par voie endonasale. On peut retirer donc le mandrin, et parfois même à l'aveugle, quand on a l'habitude, on le retire à l'aveugle. Donc je passe rapidement. Donc l'étude qui a été faite, mise en place de 575 intubations canaliculonasales sous anesthésie générale, on a ajouté une luxation du cornet inférieur qui était obligatoire pour nous. Elle permet d'optimiser les résultats. Et donc sur 430 intubations canaliculonasales, donc entre l'âge de 1 et 2 ans, on a 80% de réperméabilisation. Donc il faut agir précocement. Et entre 2 et 5 ans, donc on n'a que 70 à 40%. Plus vous attendez, plus le taux de réperméabilisation diminue. Là, c'est une autre technique. Alors, ce qu'il faut retenir dans les occlusions congénitales lacrymonasales, c'est qu'il faut agir précocement dans l'étape du sondage. Donc, le sondage, à partir de 4 mois, si le nourrisson arrive chez vous et après 4 mois, il a toujours son larmoiement, il faut l'envoyer chez l'ophtalmologiste pour qu'il fasse le sondage. Et si, vers une année, l'intubation, donc canaliculonasale ou le traitement par voie endonasale sont nécessaires, pour ne pas arriver à ça, qui est une dacryocystite bilatérale avec une fustulisation au niveau de l'œil gauche. Il ne faut pas arriver à ce stade où là, vers l'âge de 5 ans, 4 ans, 5 ans, on opère ces malades par dacryocystorhinostomie et mise en place d'intubation canaliculonasale. 262 cas qui ont été opérés entre 12 ans. On a eu quand même 91% de reperméabilisation, mais malheureusement avec une chirurgie. Alors, autre cause de larmoiement, donc ça, c'est les agénésies des voies lacrymales avec mise en place de Jones. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est les entropions dont on a parlé. Et après l'âge de 18 mois, donc il faut les opérer et redresser le bord libre des cils, et vous n'aurez plus de larmoiement. Là aussi, ça c'est important, quand vous avez les sections post-traumatiques des canalicules, donc il faut essayer de l'envoyer à l'ophtalmologiste le plus tôt possible dans la première semaine ou la première dizaine. C'est là où on peut trouver facilement la portion distale du canalicule et on peut faire une intubation et le malade aura une guérison supérieure à 90%. Quant aux causes, c'est les agressions, les accidents de la voie publique, les chutes sur objets contondants, les morsures aussi. Et donc parfois, la plupart du temps, c'est le canal inférieur qui est concerné et très rarement, on a les deux canalicules. Donc ça aussi, c'est les canalicules à concrétion. Donc vous avez une voussure là et un larmoiement. C'est l'actinomycine, c'est une bactérie qui est incriminée, c'est l'actinomycine israélis. Et le traitement est chirurgical très souvent. Et là, regardez, avec une simple pression, on est en train d'enlever toutes ces concrétions. Voilà. Et ensuite, on passe avec une curette et on enlève tout ce qui est dans la lumière du canalicule. Là, c'est la mise en place d'un clou-trou. Voilà comment on fait quand il y a une obstruction du point lacrymal. Donc, on dilate. Et là, on dilate avec... il est livré le clou-trou avec le dilatateur d'un côté. Et de l'autre côté, si vous avez le clou-trou, on le place directement. On fait une pression. Et le clou-trou, il est mis en place. Et donc, quand vous avez une obstruction du point lacrymal, vous le laissez à peu près de 3 à 4 mois. Là aussi, de cette vidéo, je termine. Là, dans les cas de sténose, parfois on a une sténose du point lacrymal et du canalicule lacrymal, et donc on ne voit pas le point lacrymal, on le devine. Et quand on a l'habitude, donc on y va directement, voilà, et on le perfore, voilà,
dans la portion verticale, ensuite la portion horizontale. Et là, ce que je peux vous dire, c'est que dans la plupart des cas, les sténoses canaliculaires et celles du canal du lion sont levées en utilisant le stylet dilatateur petit et moyen et en restant dans la lumière. Et il faut immédiatement placer une intubation canaliculo-nasale pour avoir de bons résultats. Voilà. Et la conclusion, c'est que la prise en charge du lavement du nourrisson doit être précoce, le sondage à partir du 4e au 6e mois, l'intubation canaliculo-nasale vers 1 année, l'endoscopie des fosses nasales devient un examen qui est indispensable et permet un traitement endonasal dans les imperforations de la valvule d'Asner. Cette attitude permet de reculer l'indication de la dacryo dans les occlusions congénitales lacrymonasales, dans la sténose canaliculaire et dans les ruptures post-traumatiques des canalicules. Je vous remercie.